sommes vendredi 27 janvier 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au forum de la presse de Studio Kalangou, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève, et cela avec des confrères des médias de Niamey. Pour ce nouveau numéro, nous allons tout d'abord parler de la 3e conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad tenue les 23 et 24 janvier à Niamey. Plusieurs engagements en faveur des populations du lac Tchad affectées par les exactions de Boko Haram ont été pris. Ensuite, il sera question de l'arrêt de travail les 25 et 26 janvier des 4 syndicats affiliés à l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN sur l'ensemble du pays pour non-satisfaction de leurs principales revendications. Dans ce forum, nous parlerons également du forum de Bani Bangou, région de Tillabéri, organisé le samedi 21 janvier. Un accord de paix entre les différentes communautés de Bani Bangou ont été signés pour le bon vivre ensemble. Nous terminerons avec du sport. Le mardi 24 janvier, l'équipe nationale de football du Niger, le MENA A-Prime, s'est qualifiée pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 en battant les Lions indoptables du Cameroun par le score d'1-0. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Maimoune Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir. Bonsoir. Ousseini Issa, journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir, et Abba Arimi, journaliste à la radio Alternative. Bonsoir. Bonsoir, Nafissa. Je suis Nafissa Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et bienvenue. La 3e conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad s'est tenue à Niamey les 23 et 24 janvier. Durant 2 jours, les participants nationaux et internationaux ont échangé sur les stratégies de levée de fonds pour trouver des réponses aux besoins des populations impactées par la crise sécuritaire dans la zone. Beaucoup d'annonces et des engagements en faveur des populations du lac Tchad affectées par les exactions de Boko Haram ont été annoncés. Je commence avec vous, Maimouna Diado. Quelle autre information avez-vous de cette rencontre et quelles sont vos appréciations? Qu'est-ce que j'ai encore les informations, c'est ce que nous avons tous suivi. Mon appréciation, c'est que je me dis que c'est une très bonne chose que, en tout cas, les pays qui sont membres qui font partie du lac Tchad, oui, se sont retrouvés pour pouvoir discuter de questions sécuritaires, de la situation qui prévaut là-bas. Et nous savons que c'est une zone, en tout cas, très affectée par l'insécurité. Il y a des populations et ces populations ont besoin d'assistance humanitaire et tout. Donc, ça veut dire que c'est juste pour pouvoir trouver les moyens de financement pour lutter contre cette insécurité et venir en aide à ces populations. Justement, on disait que beaucoup d'annonces et des engagements ont été pris. Oui. Les annonces et les engagements qui ont été pris maintenant, c'est parce que nous avons l'habitude en Afrique, c'est pas seulement au Niger. Quand vous prenez des engagements, il faut également honorer ces engagements-là. C'est ça. C'est bien bon de réunir et d'avoir les financements. Mais maintenant, est-ce que les financements seront repartis à part égale, comme je pourrais le dire, et est-ce que ça servirait à ces populations qui sont aujourd'hui dans cette zone d'insécurité? Est-ce que ça va leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie et de faire en sorte, surtout parce que c'est des zones, des populations qui sont très affectées. Et au vu de cette population, il faut également regarder la vulnérabilité des femmes et des enfants. Surtout que c'est une zone qui continue d'être toujours affectée par l'insécurité. Par l'insécurité. Maintenant, il faut miser pour que la stabilité revienne. Parce que tout ce que vous aurez à faire, s'il n'y a pas la stabilité, si vous n'arrivez pas à vaincre cette insécurité, ça veut dire que c'est peine perdue. Donc, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse vraiment les sécuriser, les aider avec les actions humanitaires et ensuite prévoir
d'autres stratégies de lutte par rapport à cette insécurité dans la zone. Alors, Ousseini, selon le point focal des organisations de la société civile du bassin du lac Tchad, Mara Mohamedou Abdou, les bailleurs de fonds ont le devoir de travailler avec les organisations non gouvernementales locales pour l'efficacité des interventions, surtout dans cette zone touchée vraiment par l'insécurité. Qu'en dites-vous? Bon, mais je suis entièrement d'accord avec le point focal, n'est-ce pas? Parce que le plus souvent, quand les partenaires interviennent et qu'ils veulent intervenir directement, sans passer par les organisations locales, c'est toujours le fiasco. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Vous ne connaissez pas l'environnement, vous ne connaissez pas comment ça fonctionne. Vous venez parce que vous avez les ressources, vous voulez mettre en place vous-même les mécanismes, vous voulez financer jusqu'aux petits détails. Ça ne va jamais marcher. Et il y a beaucoup de politiques publiques qui ont été menées comme ça, y compris au niveau des grands bailleurs. Je veux parler des Nations Unies et tout, où ils ne veulent pas passer, où on met en place des petits mécanismes pour pouvoir gérer, ça ne marche pas. Moi, je dis quelque chose, c'est qu'il faut qu'on compose avec les gens qui connaissent la réalité, qui connaissent et qui ont l'historique. Parce que c'est important. Il y en a qui connaissent depuis pratiquement tout. Par rapport à et ce puis bassin. Surtout que la zone du bassin du lac Tchad, c'est pas tout un chacun qui a autant d'informations, la réalité. Oui, mais il y a des populations qui ont vécu des décennies, des siècles, qui sont pratiquement, qui sont associées, on peut même le dire, à l'évolution de. Je parle sous le contrôle de mon frère là. Je connais de quoi je parle, parce que pour avoir vécu dans la zone, quelqu'un ne peut pas venir vouloir dire voilà ce que vous devez faire. Alors qu'il y a des gens, il faut aller vers eux. Ce n'est pas qu'un bureaucrate qui va rester à Niamey, qui ne connaît même pas la zone, qui va mettre en place quelque chose pour pouvoir développer. C'est bien beau de dire on va mobiliser. Le plus souvent, ce qui fait l'échec, c'est parce qu'on n'associe pas les populations à la base. Local, oui. Allez demander aux gens, c'est quoi? Comment ils entrevoient ce que nous sommes venus avec comme proposition? Quels sont les besoins? Oui. Le besoin, c'est d'abord l'eau. Cette question, aujourd'hui, on a vu la Komadougou, la tendance de la Komadougou. De plus en plus, les gens sont en train de voir. Parce qu'il y a un adage qui dit que l'on ne laisse jamais. L'on n'oublie jamais son cours. Oui. Quel que soit, ça peut faire des siècles. Un beau jour, là, il va revenir à son endroit, là. Et là, il y a des dégâts. Parce que, quand on ne compose pas avec les gens qui connaissent, qui ont peut-être, et ça fait déjà l'histoire, on va consigner qu'il faut faire attention. Là où on fait telle chose, ce n'est pas approprié. Là où on fait, on va venir se réunir. Parce que cette initiative, ce n'est pas une initiative que nous maîtrisons. C'est des partenaires qui sont venus avec leurs affaires. Il faut sauver le bassin du lac. Il faut sauver le bassin du lac, qui est quand même un cours d'eau important en Afrique. Mais qui s'est effiloché au fil du temps et on a laissé faire et qui faisait vivre toute une région ou des régions entières, le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun, tous. Et malheureusement, avec l'avènement de l'insécurité. C'est ça nos faiblesses en Afrique. Il faut le dire, il ne faut pas se cacher, se voiler la face. On connaît nos potentiels et on laisse aller. De la même manière, les potentiels qui sont visibles que les potentiels qui sont dans le sous-sol, c'est la même chose. Et c'est après, on va vouloir dire, et c'est des partenaires qui vont venir réfléchir à notre place. Mais quelle est la part de responsabilité des autorités même On a fait ça. Balayer devant ta porte là. Est-ce que tu as besoin que quelqu'un vienne te dire, devant ta porte est sale? Est-ce que quelqu'un a besoin de te dire, ça là que tu as là, si tu mets ça, tu mets un peu de ressources, tu peux valoriser et gagner dedans. Est-ce que tu as besoin que quelqu'un vienne te dire, au XXIe siècle, je ne te parle pas de la période coloniale, je ne te parle pas de la période des premières années des indépendances. On est au XXIe siècle. On est allé dans les mêmes écoles. Ils ont eu l'argent où? Mais tu es d'accord qu'ils viennent prendre tes ressources naturelles pour aller transformer et tu attends qu'ils viennent t'aider? Moi, j'ai toujours dit et je soutiens, il y a beaucoup de panafricanistes qui sont d'accord avec mes positions, c'est que personne ne viendra te développer. Ou tu sais ce que tu veux, tu te développes en t'investissant avec tes ressources propres, y compris ressources intellectuelles, tout ce que tu as comme ressources, tu mets en œuvre
pour pouvoir te développer. Oui. Mais attendre que quelqu'un vienne te développer, Nafisa Wallahi, tu vas rester toujours derrière. Justement, Tu vas toujours tendre la main pour manger un jour. Et on est dans cette situation, il y a des pays qui tentent de sortir de ça. Je prie Dieu pour que ça marche. au cours donc de cette rencontre, M. Armi, le ministre des Affaires étrangères de la coopération du Niger, Hassoumi Massoud, avait rappelé que des efforts ont été faits suite aux engagements des deux conférences précédentes sur cette région, à savoir la conférence de 2017 à Oslo et les conférences de 2018 à Berlin. Mais malheureusement, les Nations Unies soulignent toujours que la région du bassin du lac Tchad continue de faire face vraiment à une crise prolongée. Et avec des chiffres à l'appui, plus de 24 millions de personnes qui sont de cette région qui sont touchées par la crise et environ 5,3 millions de personnes sont déplacées. Comment vraiment comprendre cette situation? Il faut juste reculer un peu avant la crise. Oui. Vous savez, en ce qui nous concerne, nous, au Niger, la région de Difa était déjà déficitaire, je dirais, au plan alimentaire donc, et au plan fourrager, n'est-ce pas, 4 à 5 ans avant même la survenue de la crise en 2015. Et le bassin du lac Tchad, c'est un écosystème. J'ai bien aimé la présentation faite par Ousseini, n'est-ce pas? C'est un écosystème qui a évolué peut-être, je dirais, un peu en cercle fermé, mais aussi ouvert. Oui. Ouvert en ce sens que de partout au Niger et jusqu'au Sénégal, n'est-ce pas, il y en a qui connaissent la portée de cette zone et qui effectuent le déplacement annuel pour cultiver, pour attraper du poisson, pour vendre et revenir. C'est des migrants aussi, c'est un pôle de migration. Mais beaucoup de Nigériens, par exemple, on ne connaît pas. Oui, la population de ce bassin, n'est-ce pas, était chiffrée un peu jusqu'en 90 à un peu 30 millions de personnes, n'est-ce pas? Et on présente le lac Tchad, on dit que le lac Tchad est pour le bassin, donc pour le Niger, le Tchad, le Nigeria, un peu même la Centrafrique, le Soudan, c'est que le Nil était pour l'Égypte ancienne. Effectivement. Autrement dit, ce n'est pas un simple cours d'eau, mais c'est un système qui était là et malheureusement, partout là où ce bassin la couvre était devenu pour nos États post-coloniaux des zones périphériques. Des zones périphériques. Et ce n'est pas étonnant que quelque chose comme Boko Haram émerge à partir de là. Parce que c'est des zones considérées comme périphériques au Niger, périphériques au Tchad, périphériques au Nigeria, périphériques au Cameroun. Oui. Et l'État est presque inexistant sur beaucoup d'aspects, notamment l'école, l'administration, la santé. Peut-être de temps en temps, les Blama qui, eux, repartissent la terre en début d'année, c'est vraiment un système très ouvert, n'est-ce pas? Parce que la terre appartient d'abord aux Blama qui répartit les terres, qui, à la fin des récoltes, n'est-ce pas? Selon certains qui ne sont pas revenus, d'autres sont morts, ainsi de suite. Et le retrait au fur et à mesure du lac. Donc eux, les Blama, parviennent peut-être à prendre l'impôt pour les gens et pour le reste, ils ne voient plus personne. Et donc, c'est facilement que le banditisme, la violence a émergé parce que les difficultés sont là. Les gens n'arrivent plus à cultiver comme il le fallait. Parce qu'à l'époque, tu sèmes ton maïs et tu vas attraper ton poisson. Le jour où le maïs mûrit, tu viens prendre. Parce que c'est un sol extrêmement riche. Mais au-delà vraiment de tous ces engagements, de toutes ces annonces, l'État même, que doit faire l'État pour vraiment sauver Mais l'État doit être présent. L'État doit être présent administrativement parlant, mais aussi avec des cadres tels que l'administration. Aujourd'hui, on est au temps des mairies, de la gouvernance locale, n'est-ce pas? Oui. Il faut que de part et d'autre, les États s'intéressent. Parce qu'il y a quelque temps,
la partie nigérienne a failli être vendue. N'est-ce pas? Il faut aussi penser à la sécurisation aussi. Justement, oui. Mais la sécurisation suppose être présent, qu'il y ait des routes d'accès connues et suivies par tout le monde. N'est-ce pas? Que les gens s'identifient à quelque chose. Il y a des coins, ce n'est pas évident que si tu amènes notre drapeau et le drapeau du Nigeria, les gens vont parvenir à faire la différence. Oui. Et donc voilà, l'État doit être tout simplement présent, n'est-ce pas, et s'affirmer. Maintenant, créer les conditions, parce que le développement est relativement facile encore dans cette zone-là. En tout cas, c'est une zone, c'est une zone très fertile et beaucoup pensent que ça pourrait alimenter, par exemple, la partie nigérienne peut alimenter valablement en poisson toute la zone, ou en maïs, ou en blé. Vivement vraiment la paix et la mise en valeur de ces potentialités-là. Vivement donc le retour de la paix dans cette zone du lac Tchad. Nous passons donc au deuxième sujet du forum de la presse de ce vendredi 27 janvier 2023. L'ITN, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, qui regroupe 4 centrales syndicales, à savoir la CGCL, la CNT, l'USPT et l'USTN, a observé les 25 et 26 janvier un arrêt de travail dans tout le pays pour non-satisfaction de ses principales revendications, dont entre autres la révalorisation du SMIC et surtout la fin de la contractualisation dans la fonction publique. Alors, M. Ousseini, quel constat vous dressez de cette grève de 48 heures? Je veux dire une chose, c'est que d'abord, le premier constat, il y a un réveil. Un réveil dans quel sens? Un réveil citoyen, oui. N'est-ce pas? On a assisté à un fait inédit dans ce pays pendant 10 ans. Le fait inédit, c'est que pendant 10 ans, on a comme eu l'impression qu'il n'y avait plus de force sociale dans ce pays. Il n'y avait pas de grève, en tout cas. Parce que tout simplement, il y a un mécanisme qui avait été mis en place par ceux-là qui sont au pouvoir, n'est-ce pas, pour annuler toute forme de contestation qui puisse un peu, comment vais-je dire, amener ces gens-là à prendre, à se ressaisir pour dire qu'ils sont dans le mauvais, ils ne sont pas dans le droit chemin. Et ils l'ont fait sciemment, délibérément, parce qu'on faisait cette lutte-là en amont, sous le régime Tanja. Tout ça, 10 ans durant, on n'a pas connu de contestation majeure. Et même quand des syndicats bougent, on leur dit, venez, on va discuter, on discute, on ne règle rien. On dit, protocole, ceci. Je suis d'accord et je connais comment l'ITN a vu le jour. N'est-ce pas? Je sais pourquoi l'ITN s'est reconstitué, à quel moment ça s'est reconstitué après les élections professionnelles. Et on a compris pourquoi il n'y a pas eu de mouvement, malgré tout ce que les Nigériens ont connu en amont. Avec toutes les difficultés que les travailleurs et tout, la cherté de la vie et tout, il fallait diviser aussi les luttes syndicales. Oui. L'ITN s'est reconstitué pour pouvoir reprendre le flambeau. Et moi, je suis très content de ce qui est en train de se passer. Parce qu'il ne faut pas penser que parce qu'on est en position de pouvoir, on peut empêcher aux autres. Il faut mettre vraiment les travailleurs dans leurs droits. Non, il faut mettre les travailleurs et il faut. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'ITN est en train de revendiquer, ce n'est pas une affaire de... Il faut mettre en application ce qu'on a pris l'engagement de faire. Effectivement, l'accord qui a été pris, il faut le satisfaire. Je suis en train de dire, j'ai travaillé, j'ai écrit des choses comme ça dans un journal de la place. Ce n'est pas qu'ils sont en train de revendiquer, ils sont en train de demander, mettez en application les engagements. Alors, vous ne voulez pas mettre en œuvre. Et quand je vois des insultes, je dis, ceux-là qui insultent, ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi parce qu'il y a des mécanismes dans un contexte démocratique où on peut revendiquer, où on peut amener le pouvoir public. Mais pourquoi? Si à partir du moment où on considère ça devient une affaire de dictature où on considère que l'autre n'a pas le droit, même s'il est brimé, il doit fermer les yeux, il doit accepter. Quand j'entends ces gens dire ça, je dis, ils oublient l'histoire. Et j'ai écouté un audio de Issoufou Kado, que j'ai connu depuis les luttes sociales, et il a dit clairement, c'est des gens, c'est des opportunistes aujourd'hui qui sont en train de vouloir insulter. Ceux qui disent qu'ils vont laisser des droits qui sont reconnus et qui sont dans la Constitution. Mais comment on peut penser que quelqu'un... Est-ce qu'il y a une violence, quelque chose comme ça dedans? Pourquoi quelqu'un va sortir et dire, moi je suis d'accord,
le gouvernement n'a qu'à se ressaisir. Il y a des revendications, il y a des engagements qui ont été pris. Ça ne coûte rien du tout de mettre en œuvre ces engagements. C'est parce que l'ITN, laisse-moi finir, c'est parce que l'ITN a décidé de ne plus continuer à observer. Et voilà subitement qu'il y en a qui sortent de leur torpeur, qui étaient couchés. Et on veut récupérer quelque chose pour dire... Une lutte qu'on n'a pas menée. On n'a jamais rien demandé. Rien. Comme ça, parce qu'il faut casser le mouvement. Mais vous dites que vous n'êtes pas dedans. Mais alors, où est votre problème? On appelle les gens, tout le monde va voir Bazoum. Mais selon vous, pourquoi jusque-là l'État, comment dirais-je, n'a pas encore satisfait vraiment? Pourquoi ces revendications restent toujours en souffrance? Il y a pas de, moi, je n'ai pas d'explication à ça. Je n'ai pas. Moi, je dis quelque part, à partir du moment, il y a des choses, des engagements qui ont été pris depuis 2012. Il y en a 4 protocoles d'accord qui ont été signés. Mais bien sûr. Oui. Mais alors, c'est une faillite. Mais vous prenez des engagements avec des gens. Mais attends, on vit tous dans la même société. Les choses coûtent cher. Il y a le SMIC. Ça fait 30 000 alors, mais ça coûte quoi de mettre ça en œuvre? Parce qu'il y a une mauvaise volonté de vouloir mettre en œuvre pendant qu'on crée des postes conseillers, de ceci, conseillers, des milliers de conseillers. Voilà des gens qui, il faut le matin te lever à 7 heures, tu as envie de dormir, mais tu es obligé d'aller au travail. Il y en a. Mais alors, pendant que quelqu'un il est là, il attend la fin du mois pour aller prendre. On dit il n'y a pas d'argent, on avance, on est dans un contexte d'insécurité. Mais il y a contexte d'insécurité. Mais on nomme des gens à ne rien faire, on les paie à la fin du mois. Mais dans quel pays on a déjà vu ça? Merci. Maïmouna, cette grève, quel est le constat que vous dressez? Elle a affecté plusieurs secteurs, dont l'éducation, le transport, peut-être dans les services, les santé. Services sanitaires. Donc, quelles conséquences peut-être l'impact? L'impact, tout le monde l'a vu. C'est 2 jours, c'est nettement paralysant dans certains services de l'État, les services étatiques, il faut le dire. Il y a également les services sociaux de base qui ont été affectés. Donc, quand je parle de sociaux de base, il y a l'éducation, le secteur de la santé, même que d'autres ne veulent pas qu'on le dise, mais tout le monde a répondu, en tout cas, les militants de l'intersyndicale des travailleurs ont répondu favorablement à cette grève. Ça veut dire que quand vous regardez, nous avons les échos de l'intérieur du pays. L'intérieur du pays, c'est totalement suivi. C'est totalement suivi. Ici, à Niamey, on peut dire que, bon, les gens disent, ils peuvent aller de leur interprétation. Mais quand vous faites le tour, aujourd'hui, nous avons vu d'hier jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, des secteurs qui ont été paralysés parce que tout simplement, tous les travailleurs qui s'y trouvent dedans ont respecté le mot d'ordre de ces 4 centrales syndicales. Ça veut dire que les 4 centrales syndicales, qu'on le veuille ou non, l'État le veut ou non, l'État doit en tout cas les appeler pour pouvoir voir comment est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ça. Aujourd'hui, c'est une grève de 48 heures. Qui sait demain quelle sera encore la suite que l'ITN va encore engager, la lutte que l'ITN va engager. Parce que l'ITN est déterminé aujourd'hui à briser ce silence de 10 ans. Il faut que les gens sachent qu'aujourd'hui, cette grève de l'ITN, c'est tout le monde que ça regarde, tous les travailleurs, que tu sois du secteur parapublic privé, en tout cas, ça engage tout le monde. Je vois que dans leurs revendications, ils ont demandé le rehaussement du SMIC. Quand j'ai écouté le point de presse animé par l'intersyndicale, ils ont dit que eux, en tout cas, ils étaient partis au niveau de la présidence. C'était la rencontre avec le président. C'était vraiment pour entendre le président dire que le SMIC là passe de tel point à tel point. Mais il ne l'a pas fait. Et vous avez entendu, ils ont dit que c'est une sensibilisation. C'est encore pour leur dire que la plateforme là, l'accord signé en 2012 ne pourra pas aboutir de sitôt. Et moi, je me dis que c'est vraiment la mauvaise foi qui anime, en tout cas, le gouvernement. Oui, mauvaise foi, vous, Armi, vraiment, que doit faire le gouvernement pour vraiment satisfaire ces travailleurs? Moi, je pense que
en fait, pour parler à la suite de Ousseini, et citer Kado, n'est-ce pas, qui a dit que c'est un privilège d'avoir affaire à des groupes organisés. Oui. Dans un pays, si ça là disparaît, il faut s'attendre à ce que chacun individuellement ait à des mouvements spontanés incontrôlables. Et cela risque de plonger notre pays. Nous n'avons que ce pays, n'est-ce pas, dans des trucs que nous ne souhaitons pas tous. C'est pourquoi moi j'ai bien aimé le président Bazoum quand il est venu au pouvoir. Il a rencontré la société civile, les travailleurs, il a pris des engagements. Je pense qu'il ne doit pas reculer. Vraiment. Je pense qu'il savait que rien ne peut être facile. Et donc, quand des situations comme ça se produisent, il faut prendre le taureau par le cône et oser affronter la réalité. Parce que jouer au dilatoire, vouloir écouter des gens qui n'ont pas déposé de plateforme, qui n'ont rien revendiqué, n'est-ce pas? C'est certains qui posent la revendication, c'est avec d'autres que je crois que ce n'est pas de nature à apaiser ce climat. Malheureusement, jusqu'à cette heure où nous enregistrons l'émission, on n'a pas entendu où les autorités ont appelé l'ITN pour avoir vraiment des terrains d'entente. Oui. Moi, je pense que, en toute chose, n'est-ce pas, celui qui revendique, c'est avec lui qu'il faut parler. Il n'a pas négocié, il n'a pas déposé sa candidature, sa plateforme au nom de quelqu'un d'autre. Et si on veut la réalité et qu'on veut réellement que les choses avancent, c'est cela. Parce que sinon on ne fera que retarder vraiment les choses. Maintenant, en ce qui concerne les travailleurs eux-mêmes, je crois que ce n'est plus le temps de tergiverser. On vit les difficultés qui constituent vraiment la plateforme revendicative de l'ITN, vraiment dans notre chair. On n'a pas besoin que parce que quelqu'un n'a pas déposé un mot d'ordre que dire qu'on ne va pas suivre. Bon, si c'est le cas aussi, ok, les dirigeants de l'ITN n'ont qu'à laisser tomber les choses. Chacun n'a qu'à goûter à quoi il doit goûter. Vraiment, ça n'a aucune raison. C'est de négocier, de prendre des engagements, de dire que voilà, à telle date, telle échéance, un travail sera fait ou bien tel changement va intervenir. Dans tous les pays de la sous-région, on sait que le SMIC a évolué. Au Bénin, ça a fait l'objet de beaucoup de reportages, nous avons entendu. Au Burkina, le Mali, on se moque tous les jours du Mali, que c'est un pays en guerre, que les terroristes sont en train de... Mais ils ont changé. Ils ont changé. On a entendu les Maliens surtout, pas sur des arriérés de salaire ou bien sur la cherté de la vie. Donc vraiment, il faut que ça change chez nous aussi. Quand les gens ont augmenté le prix du carburant, nous aussi, on a profité pour augmenter alors qu'on en produit. Mais quand les gens veulent augmenter le salaire, nous, on ne veut pas. Mais écoutez, il ne faut pas faire deux poids, deux mesures et il faut être conséquent avec soi-même. Oui. Quand même. Oui. Arimi, laisse-moi finir. Ami, ici, ça dit, quand de l'autre côté, on ferme les yeux. Mais ici, on prend toujours l'exemple de l'autre. Oui, le Bénin. Ici, le Mali en guerre, le président a dit on va revaloriser les salaires. Ici, tout le monde voit ce qu'on est en train d'endurer. Moi, je dis, il ne faut pas être de mauvaise foi. Il ne faut pas penser que les autres sont des naïfs, ils ne connaissent rien. On a fait les luttes ensemble en amont. Tout le monde se connaît dans ce pays. Aujourd'hui, on ne va pas venir dire aux gens qu'il faut tout arrêter parce que vous êtes arrivés. On a vu des luttes, on a vu comment ça s'est passé. Et on ne peut pas empêcher les luttes syndicales, les luttes sociales, on ne peut pas mettre fin à ça. Et aujourd'hui, ils sont dans la logique où il faut faire tout le monde, malgré les difficultés, il faut vous réjouir parce que vous avez des choses. Je viens... C'est injuste, en fait, je me dis que dans un pays où la jeunesse est en manque d'emploi aujourd'hui et qu'on veuille rehausser l'âge de la retraite à 62 ans. Et on veut en tout cas recruter les contractuels à la fonction publique. Mais on décide urgemment
de rehausser l'âge de la retraite à 62 ans. Pendant qu'on dit que les contractuels dépassent 70 000, 80 000, donc l'État n'a pas les moyens de les prendre. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui urge dans cette situation, dans cette position? C'est la contractualisation, mettre fin à la contractualisation, faire en sorte que ces contractuels-là se retrouvent à la fonction publique et non de garder des personnes qui doivent aller à la retraite à l'âge de 60 ans. Et 2 ans. Non, ça n'a même pas de sens. Mais c'est une ingratitude, c'est de l'injustice à la limite. Voilà des gens qui ont servi. Mais si nos papas ne veulent pas aller à la retraite pour laisser nos enfants prendre leur place. Nous attendons donc de voir la suite vraiment de cette grève de 48 heures, à quoi elle va aboutir vraiment. Nous passons donc au troisième sujet du forum de la presse. Dans le cadre du processus de la paix dans lequel s'est investie la population de Banubangou, de région de Tillabéri depuis plus d'une année, un forum pour la paix et la réconciliation des communautés de la localité a été organisé ce samedi 21 janvier dans le 10 département. Selon le maire Alassane Adomou, contacté par le studio Kalangou, les engagements ont été pris par les parties signataires en vue de retrouver le bon vivre ensemble. Il parle d'un accord qui a été signé par les communautés, les témoins entre autres et élaboré d'un commun accord par les différentes parties. Il reste ainsi le document accepté par tous. Les points essentiels de cet accord sont notamment le respect des clauses, le vivre ensemble, la promotion de la paix, et la promotion de la paix. Alors vous, Memouna, que doit-on attendre vraiment de ces communautés après cette étape? Il faut d'abord, est-ce que c'est réellement les communautés qui sont signataires de ça, du retour de la paix? Mais ça, il faut d'abord se dire, si les communautés ont accepté de signer, ça veut dire que les communautés, je l'ai toujours dit, dans ce cas, ce sont ces mêmes communautés qui sont en train d'animer l'insécurité dans cette zone-là. Parce que si une communauté se lève pour dire qu'aujourd'hui on va mettre fin à toute cette insécurité pour qu'on puisse vivre ensemble, donc ça veut dire que l'insécurité que cette population est en train de vivre, c'est les mêmes populations qui sont en train de nourrir, qui sont en cause, dans cette insécurité. Mais maintenant, est-ce que ceux qui vont être signés, les témoins et autres là qu'on dise, est-ce que réellement, parce que moi jusqu'à présent j'ai une incertitude sur le retour de la paix dans cette zone-là. J'ai une incertitude, Nafissa. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que rapidement ramener la paix dans cette zone-là, ça c'est pas facile. Armi, êtes-vous aussi pessimiste? Pensez-vous qu'avec cet accord signé, on peut peut-être espérer le retour de la paix? Ou bien vous êtes aussi pessimiste comme Maïmouna? Quand il y a l'insécurité, généralement c'est un imbroglio. Il y a plusieurs protagonistes aussi. Oui, ce serait une très très bonne chose que les communautés, globalement on peut parler d'agriculteurs et d'éleveurs de la zone, n'est-ce pas, fassent la paix. C'est une très bonne chose. Et ça peut aider, n'est-ce pas, ceux qui œuvrent maintenant pour contrecarrer surtout ce qu'on appelle les terroristes, auront un seul vraiment ennemi, un seul adversaire, je dirais, en face. C'est une très bonne chose parce que on a quand même eu des violences d'un autre genre, n'est-ce pas, dans un véhicule, on descend des ressortissants d'une ethnie, ce sont eux qui sont assassinés et l'autre passe et vice-versa, n'est-ce pas? Oui, on concernait où... Tout ce que j'ai dit, c'est que quand on s'entend sur quelque chose, on se donne des délais de mise en œuvre. Voilà comment on peut avancer. Mais on ne peut pas prendre des engagements et après chacun oublie. On va mettre le document dans un tiroir et puis c'est terminé. Et après, on va se rappeler un jour, on a décidé de ça, on a décidé. Mais il n'y a rien qui a été mis en œuvre parce que souvent la mise en œuvre demande des ressources. Une fois qu'on a fini, chacun a plié sa valise, chacun a plié sa natte, chacun revient. On oublie tout. Voilà comment on fonctionne. On espère vraiment qu'avec ce forum, que ce soit un nouveau départ et qu'il y ait vraiment le retour et le maintien de la paix dans cette zone, oui, touchée par l'insécurité. Mais l'insécurité
Oui, peut-être. Alors, nous passons au dernier sujet du forum de la presse de ce jour avec du sport. Les rencontres du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 se poursuivent en Algérie. Le mardi 24 janvier, l'équipe nationale de football du Niger, le MENA Prime, s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant les Lions indomptables du Cameroun par le score d'1-0. Une prouesse pour l'équipe du Niger, Husseini. Moi, moi, parce que je ne m'attendais pas. Félicité. Ah non, je ne m'attendais pas. Ah bon, vous l'êtes. J'ai suivi le match là. Parce que d'avance, j'étais parti. J'ai dit, mais on n'a pas pu gagner Congo. Comment on va gagner Cameroun? Et quand j'ai vu le match, comment j'ai vu les garçons là, ils ont évolué. J'ai dit, mais on a du potentiel. C'est juste le cœur, la volonté de vaincre et de défendre. Et ils ont montré, ils ont fait la preuve. Et moi, je suis content. Et je me dis quelque part, en matière de sport, là, ça dit, il n'y a pas de bon meilleur. Il faut monter seulement, on va jouer, on va se casser les pieds. C'est une question de chance? Quelle chance? C'est une question, on va casser les pieds. Maintenant, on peut gagner comme on peut perdre. Mais venez déjà avec un complexe. Dans n'importe quel sport, vous montez sur un machin, vous venez avec le complexe que l'autre là, il est fort. Dites-vous bien que vous allez perdre. Mais quand vous montez pour vous dire qu'il joue avec 2 pieds, 2 mains, avec une tête, vous pouvez faire la même chose que. Et les Camerounais n'ont pas pensé un seul instant. Parce que j'ai suivi un audio là où quelqu'un dit si c'est Gabon, si c'est Ghana, si c'est Nigeria, si c'est. Mais quel Niger là? Il ne sait même pas qu'on joue au foot. Il ne sait même pas qu'on chante au Niger. Arimi, vous, quelles sont selon vous les chances du MENA pour la suite? Et Écoutez, comment vous appréciez d'abord cette prouesse? C'est une très bonne chose. C'est pour la deuxième fois. En fait, on est un peu spécialiste du CHAN, il faut savoir. On est à la 7e édition et le Niger s'est déjà qualifié 4 fois. Déjà au début du CHAN, on s'était dit que voilà la formule toute trouvée pour notre football. Parce que contrairement à beaucoup de pays de la sous-région et à beaucoup de pays africains, nous n'avons pas beaucoup de joueurs expatriés, des joueurs qui jouent, surtout ce qu'on appelle les binationaux, nous n'avons presque pas, en tout cas d'un certain niveau. Ce qui fait qu'on n'a pas encore de joueurs qui jouent dans les très grands clubs européens. Mais on a toujours eu un championnat, contrairement à beaucoup de pays de la sous-région, régulier depuis une bonne vingtaine d'années. Les enfants jouent chaque année au moins leur 13 matchs x 2, 26 matchs de championnat et la Coupe nationale. Ce qui fait que nous avons généralement, c'était le cas d'ailleurs quand il y avait le tournoi de l'UEMOA, on s'est imposé. On est ou en finale ou on est détenteur de la Coupe. Et donc, la première fois qu'on a participé, c'était au Soudan en 2011. J'y étais. C'est le Soudan même qui nous a sortis en quart de finale aussi. Cette année encore, on est qualifié. Et peut-être que c'est l'occasion, avec le bonus que représente le fait d'avoir sorti le Cameroun, peut-être qu'on va sortir le Ghana aussi. N'est-ce pas? En tout cas, en football local, à mon sens, actuellement, nous ne craignons pas beaucoup de pays en Afrique. La preuve, ceux qu'on estime être les grands, l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, n'y sont même pas. Et donc, peut-être que c'est l'occasion pour nous d'abord d'aller le plus loin possible, mais aussi peut-être même... Voilà. Mais il ne faut pas se le cacher. Le football se joue en équipe A. Parce que c'est sur cette équipe-là qu'on mise, c'est parce que c'est là-bas qu'il y a possibilité de transférer beaucoup de joueurs. Là, des joueurs peuvent être transférés, mais généralement, c'est au plan africain. Mais toujours est-il que gagner, c'est nettement mieux que perdre. Et vraiment, on est tout à fait très content. De la même manière qu'il nous est arrivé de faire tomber l'Égypte, on vient de faire tomber le Cameroun. Et pour se qualifier au CHAN Soudan 2011, on a éliminé le Nigeria. Comme quoi, on peut au moins bomber la poitrine pour dire qu'on a une spécialité. Attention. Oui. Alors pour terminer, vous, Memoun, quels sont vos souhaits donc, pour la suite des compétitions pour notre équipe, le MENA Prime? D'abord, le souhait, je l'ai dit dans le dernier forum, avant
de la semaine dernière. Parce que j'y croyais déjà à cette équipe. J'y croyais. Et j'avais dit sur ce plateau que vraiment, on ne part pas à une compétition pour perdre, mais on part à une compétition pour revenir au moins avec quelque chose. Et aujourd'hui, ces jeunes ont démontré qu'ils sont capables d'aller au-delà même des quarts de finale. Pourquoi pas? Parce qu'une équipe comme Ghana, ils vont affronter. Moi, je suis sûre qu'avec la fougue que j'ai vue de ces jeunes et avec en tout cas la formation que ces jeunes ont eue, il faut féliciter l'entraîneur, surtout Harouna Abdoulaye, il faut le féliciter. Il faut féliciter également le sélectionneur donc, de cette équipe, parce que je me dis que vraiment, c'est une équipe qui travaille en symbiose. Oui. Et quand vous travaillez dans une équipe en symbiose, vous arrivez toujours à vaincre, à avoir quelque chose. Ça interpelle aussi nos autorités vraiment de soutenir ces enfants. Et moi, je me dis, Nafisa, moi je suis vraiment, je croise les doigts en tout cas pour ces jeunes, pour MENA, Prime. Et vous voyez, c'est ce qu'on attendait de MENA Junior, MENA Senior, autant pour moi. C'est cette prouesse, cette envie d'aller chercher la victoire. On sait que la victoire, certains vont dire que c'est un peu, c'est pas possible, mais tout ne peut pas être pas possible. C'est le Niger comme ça. Et on souhaite, en tout cas, nous sommes vraiment nous sommes d'accord avec le jeu qu'ils sont en train de mener. Ils n'ont qu'à continuer. Nous leur souhaitons donc bonne chance pour la suite des compétitions et c'est ici que prend fin le forum de la presse de ce vendredi 27 janvier 2023. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec nos 52 radios partenaires et nos 7 télévisions. Et à partir de 18h15, vous suivrez le forum en Zarma et en Hausa. Merci à nos invités, M. Hussein Issa, journaliste indépendant, Mme Maimoune Diado, journaliste indépendante, Arimi Abba, journaliste à la radio alternative, merci d'être venu. La technique est assurée par Amina Hassan, la régie vidéo Seyni Saka. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous.